Quand il reçoit, en 1975, de la part du producteur Norbert Saada le scénario de Monsieur Klein, Alain Delon donne son assentiment le soir même. Celui qui est alors, avec Jean-Paul Belmondo, la plus grande vedette européenne, assurera même ensuite dormir avec ce scénario sous son oreiller. Ce n'est effectivement pas n'importe quel scénario, alors que le film réalisé par Joseph Losey sort aujourd'hui en DVD dans une copie restaurée avec un livre introductif. Monsieur Klein soulève l'un des grands tabous de l'histoire récente de la France, à savoir la rafle de 13 000 juifs, voulue par les Allemands, mais organisée par le régime de Vichy, arrêtés les 16 et 17 juillet 1942, dont plus de la moitié seront emmenés au Vélodrome d'Hiver, dans le 15e arrondissement de Paris, puis déportés vers les camps d'extermination nazis. Comme l'expliquera plus tard Delon, ce sujet faisait peur à tout le monde. Et, en même temps, ce film qui faisait peur à tout le monde, l'acteur devait, comme il expliquera plus tard au Monde, il devait le faire. Ce personnage de marchand d'art sous l'occupation, achetant à vil prix les tableaux de Français juifs aux abois, l'anti-héros par excellence, collait parfaitement à ce comédien atypique et imprévisible, lui-même grand collectionneur d'art. Ce tabou, bien réel, d'un gouvernement français qui a assassiné une partie de sa population, car juive, devient une question centrale en France à partir du début des années 1970. Le chagrin et la pitié, en 1969, avec sa réception controversée et son impact considérable, est passé par là. Le documentaire de Marcel Ophuls met en avant, à travers la chronique d'une ville française, Clermont-Ferrand, entre 1940 et 1944, des comportements quotidiens pour le moins ambigus, voire de franche collaboration avec l'occupant allemand, à rebours du discours dominant sur une France résistante. Vous avez la franchise de dire oui. J'étais pour Pétain. À ce moment-là, vos croyances catholiques vous ont influencé dans cette direction? Non. Alors, ça venait de quoi? Essayez de vous souvenir. C'est loin, je sais, mais essayez de vous souvenir. C'était peut-être les idées du maréchal Pétain. Lesquelles? Ce qu'il voulait faire de la France. Moi, je trouvais cet homme très bien. D'ailleurs... Vous le trouvez encore? Oui. Oui. La publication, en 1967, de la première monographie consacrée au 16 juillet 1942, La grande rafle du Veldiv de Claude Lévy et Paul Tillard, où, pour la première fois, s'appuyant sur des recherches historiques et des témoignages, était décrite avec autant de détails l'opération Vent printanier. La traduction française, en 1973, de l'ouvrage fondateur de l'américain Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, qui met en avant le rôle central du gouvernement de Pétain dans la déportation des Juifs, signifie qu'un passé douloureux remonte à la surface dans les années 1970. En fait, lorsque Monsieur Klein est annoncé, le film arrive en fin de comète sur la période de l'occupation. Dans la foulée du Chagrin et la pitié, sont sortis sur les écrans français La Combe Lucien de Louis Malle en 1974, Les Guichets du Louvre la même année de Michel Mitrani, Section spéciale de Costa Gavras en 1975. Mais loin d'arriver en retard, Monsieur Klein surplombe cet ensemble et le domine. Le scénario de Monsieur Klein est signé par Franco Solinas, un très grand scénariste, communiste et italien, qui avait signé auparavant, en 1966, celui de la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, un film longtemps interdit en salle en France, régulièrement retiré des écrans sous la pression d'associations d'anciens combattants, puisqu'il touchait à un autre tabou de l'histoire de France, la guerre d'Algérie. À la mort aux trousses, Franco Solinas reprenait le principe d'un homme pris pour un autre. Dans le film d'Hitchcock, un publicitaire new-yorkais, kidnappé par deux tueurs, et confondu avec un agent secret portant le même nom que lui, cherchait à retrouver la trace de ce double embarrassant. Replacé dans le contexte de l'occupation des lois anti-juives de Vichy, Solinas superpose au canevas d'Hitchcock une dimension historique et métaphysique. Robert Klein se révèle, lui aussi, un homme pris pour un autre. Vous avez dû le laisser tomber. Non. Vous avez raison, c'est bien mon nom et mon adresse. C'est le facteur qui l'aura posé devant votre porte. Et au revoir, monsieur.
Bon voyage et bonne chance. Bonne chance à vous, Monsieur Klein. Monsieur Klein? Ce marchand d'art se trouve pris au piège de son nom quand il réalise qu'un autre Robert Klein, juif, tente de lui faire endosser son identité. Monsieur Klein devient une réflexion sur l'identité. Qui est juif, s'exposant donc aux lois anti-juives et destiné à monter dans les bus affrétés par la police française le 16 juillet 1942, qui n'est pas juif, par conséquent à protéger. Mais que se passe-t-il quand certains noms ne permettent pas d'établir clairement telle ou telle identité, plaçant un individu dans une certaine zone grise? On entre avec le reste. Monsieur le commissaire. Oui, bonjour, maître. Maintenant, tu vas me faire plaisir de porter plainte contre ces messieurs pour violation de domicile, effraction et ainsi de suite. Sans compter le temps qu'ils me font perdre, qui pour moi est de l'argent. Calme-toi, Robert. Ne sois pas absurde. Moi? On me confisque mes papiers d'identité, ma voiture. On saisit mes tableaux. On m'interdit de vendre et d'acheter. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Non, celui-là, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'est pas à vendre. Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel. Lorsqu'il est désigné réalisateur du film, l'Américain Joseph Losey, installé en Grande-Bretagne depuis les années 1950, après avoir été victime du macartisme et contraint à l'exil, développera les 3 dimensions du scénario qui en font un film si complexe, à ce point singulier, et le plus grand film sur l'occupation. Il y a la réalité du Veldiv, à savoir ce que des gens ordinaires font subir à d'autres gens ordinaires, l'irréalité d'une situation où d'autres gens ordinaires poursuivent leur vie dans l'indifférence de celles qui sont brisées, et enfin, l'abstraction de la situation où une implacable machine bureaucratique planifie un génocide. Robert Klein, vous avez dit. Comme ça. Avec 700 000 spectateurs en France, M. Klein se révèle un cinglant échec public. Cet échec ouvre chez Alain Delon, également producteur du film, une blessure qui ne se refermera jamais tout à fait. Sur l'affiche de M. Klein, le visage de Delon apparaît au milieu d'une histoire de David, prisonnier d'un destin et d'une histoire implacable. Le plus beau visage du cinéma français se trouve confronté au soleil noir de la déportation. En France, l'État français n'a pas encore reconnu la responsabilité de la République dans l'assassinat d'une partie de ses citoyens juifs. Il faudra attendre le discours du président Jacques Chirac en 1995 pour cela. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Et pourtant, déjà, 19 ans plus tôt, Alain Delon, confiné dans une étoile de David, pointe déjà que cette reconnaissance n'est que trop tardive. Robert Klein, vous avez dit. Votre journal. Vous avez dû le laisser tomber. Non. Que quelqu'un a écrit mon nom sur le journal, pourquoi? Voilà, il s'agit sûrement d'un homonyme. Il y a un Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même. Qui a filé, mais qui t'a laissé avec son problème. Même taille, même cheveux, la même allure, quoi. Est-ce qu'il y a des juifs dans ta famille? Je te dis que nous sommes français et catholiques depuis Louis XIV. Et il faut, d'une façon ou d'une autre, que je sache ce que ce monsieur veut de moi. C'est là. Je sais, mais il se peut que ce soit pas pour moi. On pourrait se cacher là dans tout ce monde, non? Je suis fou.
Selon eux, je ne peux plus aller nulle part. Tout interdit. Qui est à l'appareil? Robert Klein. Je vous cherchais, moi aussi.